je suis frappé du fait que si la table ronde précédente concernait la vieillesse, la salle était pleine, mais pour la mort, la salle est plus que pleine. Donc, d'une certaine manière, il y a bien qu'il y ait une continuité entre les deux thèmes. Manifestement, l'intérêt est au moins égal. Alors, le sujet de notre table ronde, c'est qu'allons-nous faire de la mort? Et l'idée, c'est que, on pourrait même dire qu'allons-nous faire des morts et de ceux qui leur survivent d'une certaine manière, de ceux qui ont dans le fond à gérer eux-mêmes la mort des autres, en tout cas psychologiquement et peut-être aussi socialement. Et l'idée de la table ronde, c'est que étant donné les changements importants que notre société a connus depuis le XXe siècle, c'est clair, mais déjà auparavant, avec notamment, comme le dit l'argument, une emprise décroissante du sacré par rapport au profane, c'est-à-dire, dans le fond, que le fait que la religion joue moins d'importance dans les rites, même si les enterrements sont encore parmi les rites ceux qui sont les plus suivis, avec, comme toujours, le mariage et le baptême. Hein. Mais il y a quand même une déchristianisation, c'est clair, et de plus en plus de cérémonies, entre guillemets, laïques. Et alors, il y a longtemps qu'effectivement, la religion est contestée quant à sa capacité de donner un sens à la mort. Souvenez-vous que Montaigne, déjà au XVIe siècle, disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que je suis devenu philosophe, mais il est clair qu'il y a toute une tradition qui remonte à la Grèce antique, dans le fond, qui dit que le rôle du philosophe, c'est justement, d'une certaine manière, de nous permettre de mourir bien comme nous avons vécu bien. Mais évidemment, les choses se sont accélérées. La philosophie, ce n'est pas beaucoup plus répandu de nos jours. Et il y a effectivement toutes sortes de rites, toutes sortes de nouveautés. Avant de présenter les différents intervenants, dans le fond, une manière la plus brutale et déchristianisée de parler de la mort tient dans un aphorisme d'un humoriste que je cite souvent, Alphonse Sallet, qui disait que la vie, c'est un pont, morne pont entre deux néants, le néant d'avant et le néant d'après. Et c'est clair que c'est une vision complètement désacralisée de la mort. Alors, est-ce que c'est la nôtre? On va justement pouvoir en discuter. Et pour ça, donc, nous avons invité 3 personnes pour cette table ronde. D'abord, Marie-Frédérique Baquet, qui est professeure des universités à Strasbourg, a une formation de psychopathologie clinique et d'anthropologie sociale. Donc, c'est à la fois les sciences dures et les sciences humaines, qu'on disait molles à une certaine époque, en tout cas. Et ses travaux portaient justement essentiellement sur la question de la mort et du deuil dans les sociétés contemporaines. Et elle s'interroge notamment, et ça va nous occuper, sur l'abandon des anciens rites religieux et sur le paradoxe de la demande de nouveaux rites funéraires. C'est elle qui parlera en premier. Elle sera suivie par Grégoire Moutel, compagnon de chaîne au comité d'éthique de l'INSERM, mais qui est surtout médecin hospitalo-universitaire, professeur de médecine légale et de droit de la santé à l'Université de Normandie, chef de service au CHU de Caen. Et donc, il est notamment, en tant que, justement, en charge de la médecine légale, confronté à la question des cadavres, des personnes décédées. Qu'en faisons-nous? Comment les traitons-nous? Et quelle est l'attitude aussi des proches? Et la troisième personne sera Fiorenza Gamba, qui est docteur en philosophie et en sociologie, et qui a aussi un diplôme d'anthropologie. Elle est actuellement chercheuse à l'Université de Genève et je salue une collègue puisque nous venons de la même institution. Alors, elle a fait beaucoup de recherches situant entre sociologie, anthropologie et communication sur la vie et la mort digitale. C'est-à-dire un sujet dont la digitalisation, beaucoup parlé déjà, les représentations contemporaines de la mort et de l'immortalité, et les commémorations numériques, enfin tout ce qui a trait à la vie numérique et donc à la mort numérique. Et c'est effectivement un chapitre alors complètement nouveau par rapport aux visions traditionnelles et sur lesquelles je me réjouis de l'entendre. Alors, Marie-Frédérique Baquet, je vais vous donner la parole. On a évoqué l'évolution des rites religieux,
Et je pense que ce serait intéressant de voir, puisque c'est un des sujets que vous connaissez bien, comment vous voyez cette question-là et celles qui sont annexes. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, à toutes. Voilà, donc je vais essayer de brosser un tableau général qui est ambitieux, mais qui va vous permettre simplement de repérer aussi bien historiquement que géographiquement les différentes mutations auxquelles nous sommes soumis, je dirais, inconsciemment et collectivement. Donc, vous avez parlé des rites religieux, mais il y a surtout des rites animiques, c'est-à-dire que au début de l'humanité, eh bien, il y avait l'envie de retenir la mémoire des morts, mais également des besoins liés à la vie dans les grottes, dans des environnements hostiles, et donc le fait que tout simplement pour éloigner les corps des prédateurs, nos ancêtres les ont rapidement enterrés, dans l'espoir également de s'en souvenir. Et pourquoi s'en souvenir? Bien parce que nos ancêtres étaient des nomades et qu'ils repassaient dans le secteur en suivant les troupeaux qui leur servaient de réserve. Donc ça, c'est simplement pour expliquer pourquoi un certain nombre de pratiques ont été découvertes, d'ailleurs, et principalement en France, puisque nous avons la chance d'avoir la Dordogne, par exemple, où nous avons des sites où de nombreux femmes et hommes de Néandertal ont enterré des proches, et actuellement on fait des hypothèses même encore plus lointaines sur d'autres espèces humaines qui auraient protégé leurs morts. Donc vous voyez que pour des raisons à la fois naturelles mais en même temps de mémoire, les humains ont commencé à avoir un certain nombre de pratiques qui consistent d'abord à protéger le corps mort pour le retrouver. Vous voyez donc déjà des éléments, je dirais, naturels. Et ensuite, alors en fonction des anthropologues, c'est-à-dire de ceux qui interprètent les représentations collectives que nous pouvons avoir de la mort, on a pu, oui, c'est vrai, interpréter des positions de ces corps et parfois des objets qui étaient auprès d'eux et qui semblaient signifier que les morts allaient affronter un certain temps, peut-être un voyage pour certains, peut-être également des prédateurs, donc ils étaient dotés de certaines armes et enfin d'objets qui pouvaient leur être utiles. Donc on voit que très précocement, les humains se sont questionnés sur l'après-mort en faisant des hypothèses, tout simplement, hypothèses plus ou moins reprises par les religions. Mais d'abord, je tiens à dire qu'il y a d'abord des pratiques animiques. Alors, aujourd'hui, on est, après le XXe siècle et après un XXe siècle qui a été particulièrement riche, hélas, en morts de toutes sortes, mais en particulier des morts collectives, dont les génocides, comme vous le savez, eh bien, il y a eu un mouvement historique qui nous a amenés, donc nous les humains, à ranger, mais vraiment d'autant plus, les corps morts. Et mon sentiment, c'est que nous allons vraiment de plus en plus vers l'abstraction des morts. Et bien sûr que nos techniques, dont nous allons parler très rapidement, ces techniques sont favorables à l'abstraction. Fiorenza Gamba va vous parler justement des réseaux sociaux et de tout ce qui permet d'avoir un souvenir numérique de nos morts. Mais avant d'avoir un souvenir numérique, rappelons-nous tout simplement que les morts étaient représentés. Quand nous allons sur le tombeau, près du tombeau des ducs de Bourgogne, par exemple à Dijon, nous voyons toute la famille des ducs de Bourgogne qui est représentée, y compris les morts-nés, y compris donc ces enfants qui mouraient à la naissance, par exemple, et qui figurent dans les représentations familiales. Donc, depuis très longtemps, on représente les corps morts, et un corps mort très connu, je dirais, dans les peuples chrétiens, c'est tout simplement le corps du Christ, dont je vous rappelle que chaque chambre, et je m'en rappelle déjà pour mes grands-parents par exemple, avait ce cadavre sur une croix dans cette chambre. Donc vous voyez que par rapport au corps mort, et je m'exprime crûment justement, volontairement pour que vous perceviez la présence des morts, vous voyez,
ce genre de choses, aujourd'hui, serait très difficile, à mon avis. Présenter un crucifix, par exemple, dans une pièce, dans une chambre, ce serait quelque chose que la plupart d'entre nous rejetteraient. Donc, vous l'avez dit, Bernard Bertschy, on a aujourd'hui des modifications profondes de nos rites de passage. Et je considère que les rites funéraires font partie des rites de passage. Mais parmi les rites de passage, il y a d'abord les rites d'accueil, c'est-à-dire les rites de naissance. Et aujourd'hui, ces rites d'accueil, donc je vais prendre les rites de naissance, ne sont considérés religieusement que dans environ 40% des cas. Donc vous voyez que des baptêmes, des cérémonies d'accueil, car encore une fois, je ne parle pas que des chrétiens, pour les nouveau-nés, ne concernent que 40% d'entre eux en France. En revanche, pour ce qui est des rites funéraires, j'ai regardé donc les chiffres les plus récents, on est encore à 80% de rites religieux. Donc vous voyez que pour ce passage singulier qui consiste à aller de l'autre côté de quoi? Ça, on peut en parler. En tout cas, les religions ont beaucoup d'idées sur cet autre côté. Eh bien, finalement, c'est le rite de passage qui me paraît le plus robuste, c'est-à-dire celui qui tient encore le plus. Jusqu'à quand? Ça, je ne le sais pas. Mais ce que j'observe, alors justement, pour accompagner beaucoup de personnes qui ont vécu un deuil, donc ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, ça peut être des communautés également, de X religions ou bien complètement laïques, par ailleurs. Mais ce que j'observe, c'est cette demande de trouver des accompagnements pour le grand passage. Et le grand passage, il est assez simple. Le grand passage, c'est le moment où l'on sait qu'on ne verra plus la personne. Et ça fait l'objet, donc depuis toujours, grand monothéisme ou pas, depuis toujours, d'une cérémonie, d'une consécration, d'une pratique ritualisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, à partir du moment où on se rend compte, où on prend conscience qu'on ne verra plus la personne, on a besoin déjà de commencer à l'abstraire, c'est-à-dire à se préparer à en avoir une représentation dans sa mémoire, donc une représentation abstraite. Et là, j'insiste particulièrement là-dessus parce que aujourd'hui, donc, nous avons rien que nos portables, nos téléphones portables. L'autre fois, j'étais avec une jeune maman qui avait perdu un bébé de façon tragique. Et après un certain nombre de séances, si j'ose dire, cette maman me montre bien sûr la photo de son portable, la photo d'accueil, et elle me montre bien sûr son bébé qui était donc sur cette photo d'accueil. Et elle me dit, vous savez, j'ai sollicité tous les réseaux sociaux, j'ai sollicité mes amis, ma famille, etc., pour qu'ils m'envoient toutes les photos, tous les films de mon bébé. Mais aujourd'hui, tout le monde m'a tout envoyé et je sais qu'il n'y aura plus aucune photo de mon fils. Et c'est comme ça que je comprends qu'il est vraiment mort, qu'il est vraiment mort. Parce que, en fait, elle connaissait donc l'ensemble de ses photos, mais finalement, elle était encore dans un espoir, vous voyez, de revoir son petit garçon. Vous voyez donc toute la nuance aujourd'hui, c'est quand est-ce que je vais pouvoir supporter de ne plus le voir? Et beaucoup de parents me disent par exemple, mais j'aimerais aller le déterrer. Oui, j'ai des gens qui me disent, vous allez croire que je suis folle, mais au moins je peux vous le dire à vous, j'aimerais aller le déterrer pour le revoir encore une fois. Vous voyez donc cette question de voir la personne, et bien sûr, dans le rite funéraire, on voit le corps mort, donc on va rendre, alors bien sûr, formule tout à fait déplacée, on va aller, enfin deux déplacements plutôt, on va aller rendre hommage aux morts, mais il ne s'agit pas de ça en fait. Il s'agit finalement d'accepter de ne plus jamais le revoir. Et donc la question qui se pose, question qui était posée déjà dès le Moyen-Âge, puisqu'on pouvait représenter les morts en peinture tout simplement. Je dis bien les morts, c'est-à-dire les cadavres.
hein, et cette coutume a perduré jusqu'au XXe siècle. Parfois, dans un vieux grenier, on retrouve comme ça une peinture d'un petit mort, par exemple, car ce sont souvent les enfants qui sont représentés, hein. Et donc, ce passage est encore extrêmement difficile pour nous, c'est-à-dire mettre en mémoire la personne telle qu'elle était vivante, puis ensuite accepter cette fracture anthropologique qui consiste à dire, voilà, c'est encore lui, mais ce n'est déjà plus lui ou elle, puisque c'est lui, c'est son corps, mais sans son âme. Et enfin, la possibilité actuelle d'avoir les vidéos, et là j'insiste beaucoup, et Fiorenza Gamba nous en parlera, mais ce n'est pas la même chose d'avoir une vidéo, c'est-à-dire d'avoir une personne en 3 dimensions, que d'avoir une personne en 2 dimensions. Donc avant, on avait les peintures, les photos, mais maintenant, on a les vidéos, ce qui est tout à fait différent au niveau de la capacité à se séparer. Cependant, je dirais que les vidéos, comme les photos, ne font pas de mal psychologique, parce que c'est sans doute la question que vous allez me poser. Est-ce que finalement, c'est malsain de regarder les photos ou les vidéos? Est-ce que c'est malsain de prendre des photos ou des vidéos de son mort? Eh bien, écoutez, dans mon expérience, ce n'est pas malsain et ça aide, au contraire, beaucoup de personnes à avancer dans leur deuil. Qu'est-ce que ça veut dire avancer dans le deuil? Et je m'arrêterai après ça, mais je crois que c'est quand même important que je puisse le définir. Qu'est-ce qu'au fond le deuil? C'est vraiment établir une nouvelle relation avec son mort. Vous voyez, il y a une vingtaine d'années, on vous aurait dit, c'est reprendre tous les souvenirs un à un, les tester au regard de « malheureusement, c'est terminé, on ne le reverra plus jamais », etc. Aujourd'hui, ce phénomène qui est absolument naturel, qui consiste à se souvenir, à se remémorer de tout ce qu'on a vécu avec la personne, aujourd'hui, ça aboutit à autre chose. Et ça aboutit à quoi? À une nouvelle relation. Et cette relation, elle est complètement dissymétrique. Car en réalité, mon mort ne peut plus rien faire pour moi, on est d'accord? Mais moi, je peux encore faire beaucoup de choses pour lui ou pour elle. C'est-à-dire que je peux établir, finalement, cette relation nouvelle que j'ai avec lui, relation dans laquelle il est passif, il ou elle est passive, mais dans laquelle moi-même je change. Et c'est lorsque cette relation, cette nouvelle relation avec mon mort est établie, lorsqu'elle est véritablement stabilisée, qu'à ce moment-là, les sentiments vraiment de détresse qui nous atteignent profondément quand nous perdons quelqu'un, eh bien, c'est à ce moment-là que ces sentiments de détresse vont s'estomper et que là, je vais pouvoir démarrer autre chose avec la personne. Et démarrer autre chose, c'est vraiment une nouvelle relation. Et je pense que c'est très important que nous ayons tous cette possibilité de nous dire, au fond, accepter la mort d'autrui, accepter la perte, comme vous le savez, c'est souvent beaucoup plus difficile qu'accepter sa propre mort, d'accord? Mais accepter la mort d'autrui, c'est accepter cette nouvelle relation. Ça veut dire qu'il y a encore un mouvement psychique de notre côté. Car en effet, quand ça se passe mal, quand les deuils deviennent compliqués, ça s'appelle les complications du deuil, c'est que justement, je ne peux plus avoir une nouvelle relation. Je n'ai qu'une relation qui est figée sur le passé. Vous voyez? Et ceci empêche la personne en deuil d'évoluer, c'est-à-dire d'avoir de nouveaux investissements, de tout simplement continuer à vivre avec envie, désir et plaisir. Donc vous voyez que cette façon de voir la mort et les morts, aujourd'hui, elle s'appuie sur les nouveaux outils, les nouvelles technologies. Et je l'ai observé très récemment avec une petite expérience que nous avons eue avec une doctorante. Nous avons tout simplement analysé des vidéos sur YouTube et sur Dailymotion, des vidéos de parents qui ont perdu un bébé. Et ces parents, beaucoup, font un film sur leur enfant. Et ce bébé est souvent, attention, il faut le préciser, est mort autour de sa naissance.
C'est-à-dire qu'il n'a vécu au maximum qu'une trentaine de jours, par exemple. Et là, je me suis rendu compte que faire une vidéo sur son enfant, et encore une fois, je m'appuie sur de très nombreuses vidéos. Alors attention, c'est une population américaine. Je n'avais qu'un seul Norvégien, je n'avais pas d'Européens à part ce Norvégien. Mais c'était une grande population américaine. Et donc, cette manière de faire une vidéo, pour moi, je l'interprète comme ça, après avoir analysé donc, une centaine de vidéos, c'était une manière de présenter cet enfant. Et au fond, c'était à la fois un rite d'accueil, un rite de naissance, mais aussi un rite de mort. C'est-à-dire que ça permettait de dire, voilà, mon enfant a existé, il a eu très peu de temps pour connaître le monde, mais je vous le présente. Et ce qui est singulier dans ces vidéos, c'est qu'elles ne s'adressent pas, vous voyez, à une famille réduite, comme on peut le voir sur un tombeau, par exemple, où on s'adresse, etc., à sa famille. Mais là, il s'agit d'adresser le nouveau-né au monde. C'est ça qui me frappe. Alors bien sûr, c'est en anglais, mais c'est une façon, je trouve, assez actualisée de présenter la mort, une nouvelle façon, en tout cas, de présenter la mort, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Merci beaucoup pour cette façon un peu presque fascinante de voir que même après la mort, il y a une relation qui se construit et qui peut bien ou mal se passer. Et peut-être comme toute relation, je pensais, quand vous parliez des ducs de Bourgogne, je pensais à ces gisants médiévaux, où parfois même à 2 étages, on voyait la personne simplement couchée en habit, et puis le cadavre dessous. Et je me suis demandé, alors on en parlera peut-être plus tard, mais dans le fond, dans quelle mesure, parce que ces gisants sont souvent faits du vivant même de la personne qui va mourir. Donc, ça peut aussi être, pour la personne qui va mourir, une manière d'imposer une sorte de trace et de prendre elle-même des décisions concernant sa survivance dans l'esprit des autres. Alors justement, ça me permet de poser la question à Grégoire Moutel, puisqu'il s'occupe d'une certaine manière notamment du devenir des cadavres et notamment des personnes qui font don de leur corps à la science, et où là aussi c'est la personne qui, avant sa mort, prend des dispositions pour la manière dont on va traiter son cadavre. Et dans le fond, c'est intéressant de voir aussi qu'est-ce que ça peut évoquer comme résonance de la part des survivants. Voilà, disons, une idée que je lance. Je te laisse présenter le sujet. Merci Bernard. Et puis tout d'abord, je suis heureux d'écouter Marie-Frédérique parce que ça nous rajeunit, ça nous éloigne de la mort. Il y a quelques années, nous avons travaillé ensemble autour des rites et des questions de devenir des fœtus morts, et ça va faire le lien avec mon intervention. Alors, je vais élargir un petit peu. Vous allez voir pourquoi. Quand on s'occupe de la médecine légale dans un CHU, on nous identifie un peu comme dans les séries télévision. C'est pas fondamentalement là-dessus que je vais m'entretenir avec vous. Juste pour vous dire sur cette dimension-là qu'il y a une forme de violence au quotidien qui fait que par rapport à toutes les symboliques qu'a exposées Marie-Frédérique, la justice soustrait le corps aux proches. Et donc on est dans un espace-temps suspendu, assez violent, sur lequel nous-mêmes médecins ne sommes pas maîtres du jeu. Seul un magistrat, une procureure est maître du jeu pour rendre ce corps aux proches, ce qui, au passage, interroge aussi une certaine dimension de la société où la question de la vérité et de la justice passe avant celle du deuil et de la souffrance des proches. C'est incontournable, mais il faut le souligner, et donc des familles très lourdement touchées, très lourdement suspendues. Mais ce que je voulais souligner, c'est quand j'ai pris mes fonctions dans cette petite région qu'est la Normandie, qui va du périphérique jusqu'à Cherbourg, les chambres mortuaires étaient traditionnellement laissées à la direction des services techniques des CHU, au même titre que l'électricité, que l'eau, que la restauration. Et il faut le dire parce que d'autres que moi ont travaillé sur ce sujet-là, et il n'y a aucun mépris dans mes propos sur les agents affectés à ces tâches, mais on va dire que ces lieux hospitaliers étaient des lieux non pris en compte par l'institution en termes de démarche de soins. C'est-à-dire le conférer à des services techniques, extrayer les chambres mortuaires de la filière du soin. Et nous avons été nombreux, et je n'ai pas eu trop de peine, mais ça n'a pas été sans mal, de dire qu'il faut que les chambres mortuaires soient rattachées à un service médical. Et en l'occurrence, on est pas mal de légistes à avoir fait le choix de demander le rattachement de la chambre mortuaire, qui n'a rien à voir avec la médecine légale, mais simplement, forme de galéjade, après les urgences, je dirige le service qui accueille le plus grand nombre de patients chaque jour.
Et c'est à volonté que j'utilise ce terme, car si on ne considère pas cet instant hospitalier du parcours sous cet angle du patient, on a vite fait d'aboutir à une forme de déshumanisation. Déshumanisation parce que d'abord, ces lieux étaient objectivement pas les plus dotés du système hospitalier dans la mesure où il n'émarge pas l'assurance maladie, car il n'y a pas d'acte à l'accueil d'un corps mort, il n'y a pas d'acte à la toilette d'un mort, il n'y a pas d'acte à l'accueil d'une famille, il n'y a pas de tarification. Heureusement, allez-vous me dire. Mais dans notre société, ce qui n'est pas tarifé n'est pas valorisé. Donc ces services étaient les parents pauvres de l'institution et le lieu où finalement, sauf si vous avez quelques, voilà, je mets le mot avec beaucoup de guillemets, leaders volontaristes pour aller dire qu'il faut investir sur ces structures, on n'y investit pas. Je pense que c'est une question, un premier point qui vous intéresse en tant que citoyen. C'est-à-dire que la mort n'est pas rentable, la mort n'est pas intéressante. Pour vous donner un exemple, nos CHU vont donner là une grande reconstruction et dans le débat avec les architectes, tous au demeurant, brillants, intelligents, eh bien, il y a des arbitrages sur le nombre de mètres carrés. Ça coûte de construire des mètres carrés. Et donc on m'appelle, on me dit, Grégoire Moutel, est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir la salle des adieux? J'étais tellement, vous voyez, scotché par la question, et je dis, mais pourquoi me posez-vous la question? Parce qu'il me dit, parce que ça fait 60 mètres carrés. Voilà. Et donc, on devait gagner des mètres carrés. Mais c'est d'il y a 4 mois. Alors, pourquoi ceci est intéressant? Parce que, par rapport à ce qui a été dit, c'est quoi aujourd'hui une chambre mortuaire dans la dimension du soin? C'est un lieu où on accueille effectivement des familles, et c'est pour ça que je suis heureux d'en parler devant vous, qui nous disent, dans de plus en plus de cas, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait 2 ou 3 cas, les gens nous disent on ne sait pas ce qu'il aurait souhaité. Fut un temps, la chose était à peu près rythmée par le jeu du fait religieux ou du fait laïque, du cimetière du village et de la tradition familiale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les gens sont très mobiles. Une partie de la famille est à Marseille, l'autre est à Caen, l'autre est à Strasbourg. Donc déjà, le lieu de la sépulture est un lieu de grande interrogation pour beaucoup de familles. Deuxièmement, le mode. Est-ce que je veux avoir un cercueil traditionnel? Est-ce que je veux aller au cimetière? Est-ce que je vais aller dans la crémation? Et sans faire de mauvais polémiques, un peu comme ça en public, ce serait facile, mais j'ai des familles qui, pour certaines, se disputent cette question-là, sont en désaccord, qui renvoie à chacun à son point de vue, à sa représentation des désirs du défunt. Et quand j'appelle le service juridique de l'hôpital avec le GDK, il m'a dit il n'y a qu'à regarder si le patient avait désigné une personne de confiance, c'est vous dire où on en est, pour savoir si la personne de confiance serait celle qui pourrait éventuellement trancher le sujet. Donc j'invite aussi, parce que c'est l'occasion d'une tribune publique, de dire que c'est aussi un sujet dont il faut parler, mettre en débat, et puis bien évidemment, histoire de plomber l'ambiance, à tout âge. Parce que moi, j'ai une spécialité qui dit que, malheureusement, c'est à tout âge. Le lien qu'on avait dans la table ronde et l'interrogation qu'il y a eu sur la nature du programme d'associer vieillissement et mort, certes, statistiquement, oui, mais humainement parlant, en termes d'interaction, moi, c'est plutôt avec les sujets jeunes que j'ai des problèmes. L'incertitude sur le devenir du corps, c'est plutôt les sujets jeunes, parce qu'ils n'osent pas en parler, et bien évidemment, il y a des raisons à tout ça que Marie-Frédérique Baquet explorerait mieux que moi. Maintenant, je voudrais venir effectivement au second sujet, petite vignette. Le don du corps à la science. On ne peut pas en parler. Quand on a fait le programme, on ne savait pas que l'actualité allait nous servir, malheureusement. Je fais partie de ceux, donc je ne fais pas que des amis de temps en temps, qui disent que les centres de don du corps en France sont des no man's land de réflexion éthique. No man's land de réflexion éthique, pourquoi? Parce que, et sans jeter la pierre à personne, mu par un mouvement historique du 19e siècle, c'est-à-dire la façon dont on cède son corps à la science remonte au 19e siècle, c'est une mesure d'ordre testamentaire, effectivement, de son vivant. L'individu se rend au centre des dons du corps, atteste auprès d'une personne qu'elle veut le faire, on l'inscrit sur un petit papier, au mieux un tableau Excel, au pire un cahier, vous allez voir pourquoi je dis ça, et puis on lui donne une carte de donneur, et puis on lui dit ou pas, parlez-en à vos proches, et puis voilà, et on leur dit vous avez fait ce don altruiste pour répondre aux besoins de l'anatomie ou de la chirurgie pour former les futurs professionnels de santé. L'altérité apparaît
évidemment comme quelque chose de symboliquement difficile, parce que les individus qui se présentent, de temps en temps, sont accueillis, il faut le dire aussi, par des agents administratifs, qui ne mettent pas forcément en débat les questions complexes que je vais dire à mes proches et tout. Donc là aussi, on est sur une forme de dénigrement des enjeux qui ne sont pas mis en débat. Et j'ai amené là, voilà, vous avez peut-être lu ça, la petite coupure de presse, alors Le Parisien, Ouest France, cadavre conservé dans des conditions indignes, le centre des dons du corps à la science fermé provisoirement. Donc, 27 novembre 2019. On est dans l'actualité. Mais ça se passe où, ça? À l'étranger, en Roumanie? J'ai rien contre mes collègues roumains, que j'adore, hein, j'ai plein de copains là-bas. Mais voilà, au fin fond de la Normandie. Rue des Saints-Pères, 45 rue des Saints-Pères, Saint-Germain-des-Prés, un charnier au cœur de Paris. Un charnier au cœur de Paris. Et donc forcément, la situation n'était connue de personne. Personne ne s'était posé la question, personne ne savait. Mais derrière cette dimension, eh bien, il y avait de l'apprentissage de la chirurgie, éminemment rentable d'ailleurs pour certains, puisqu'on apprend aussi que certains corps ont fait l'objet, alors non pas vraiment de commercialisation, mais certaines personnes, en bénéficiant d'un de ces éléments de ce corps, une tête pour le versant ORL, un membre pour de l'orthopédie, un abdomen pour de la chirurgie digestive, donnaient lieu à des formations rémunérées. Rémunérées, vous me direz à quel titre? Au titre de l'université ou d'une institution publique? Non, rémunérées parfois à titre individuel pour l'individu qui donnait ses cours avec ces éléments du corps humain. Voire sur des supports associatifs, loi de 1901. Je m'excuse, Israël, de me servir de cette tribune qui posera potentiellement problème, mais il y a un moment où il faut dire les choses. Il faut les dire et il faut s'interroger en ouvrant le champ des lois de bioéthique. Est-ce que dans les lois de bioéthique, la question de l'utilisation du cadavre a fait l'objet d'un débat public en France? Eh bien non. Petite critique implicite à moi-même et à nous tous, nous aimons faire, et je le disais à Marie-Frédérique Baquet, de l'éthique sur l'intelligence artificielle, sur le clonage. Et dans la conférence inaugurale, j'ai dit « N'oublions pas l'éthique du quotidien d'une société qui nous regarde, comme on l'a fait dans la table ronde précédemment sur le vieillissement, l'apprendre du grand âge, mais aussi sur la question de la dignité que l'on confère réellement à la mort dans notre société. » Donc vous voyez qu'entre des centres du don du corps et puis des chambres mortuaires qui seraient délaissées, on doit s'interroger réellement sur ce qu'est le rôle de ce qui fait nation, de ce qui fait collectif autour de la mort. Alors après, il y a des questions d'éthique au quotidien qui me captivent, intéressantes. C'est quand on vous a dit tout à l'heure, vous faites don de votre corps à l'anatomie ou à l'école de chirurgie, bien évidemment, chacun de vous entendra que derrière tout ça, on forme les futurs professionnels de santé et que c'est très important, et je tiens à dire c'est très important. Et je ne suis pas en train de dire que tous les centres du corps en France sont dans l'état de celui des Saints-Pères. Mais il n'empêche qu'une réflexion nationale sur le sujet doit être posée, parce qu'on a aussi appris que des corps étaient utilisés pour des crash tests dans l'industrie automobile. Dimension éminemment utile dans le domaine de l'accidentologie. Mais si on interroge la nature du consentement, tout un chacun dans cette salle pourrait être, à mon avis, en licéité, de dire « je donne mon corps pour telle et telle situation, mais pas pour telle autre. Et peut-être que je donnerai pour la chirurgie, mais peut-être pas pour le crash test, surtout que si je sais qu'en plus mon corps est vendu à une industrie automobile. » Donc, on est dans des représentations qui introduisent aussi quelque chose autour de ce qu'on appelle le consentement. Consentement libre, éclairé, des choses très basiques dans le champ de l'éthique. Est-il réellement éclairé? Et puis le concept de transparence, est-on réellement transparent? Ou y a-t-il une forme de mensonge institutionnel entre ceux qui affichent une certaine dimension de la médecine et la réalité d'une société qui lui fait confiance, alors que finalement on voit qu'il y a une forme de hiatus qui s'instaure? Et puis, vivre avec la modernité, on va parler de mémoire numérique. Moi, j'estime que si je fais don de mon corps à la science, et pour rien vous dire, je serai prêt à le faire, parce que je le redis, il y a des centres exceptionnels, tous ne dérivent pas, il y a des endroits où les choses sont parfaites, donc continuez à donner si vous avez envie de donner, il ne faut pas se méprendre sur mon message. Mais j'aimerais que si je meurs à Marseille, alors que j'ai fait ma démarche à Lille ou à Caen, mais j'aimerais qu'on en soit informé pour qu'on respecte ma volonté. Aujourd'hui, il n'existe pas de registre national des dons du corps. Et donc, quand j'accueille, moi, des fois, une famille à Caen,
Elle me dit « Ah, il a donné, je suis sûr qu'il a donné, mais on est vendredi soir. » Et on est vendredi soir, et vendredi soir, on dit « Et où est le formulaire de consentement ?» Mais il a donné à Marseille. Et je dis aux familles « Mais je ne peux pas accueillir, je ne peux pas honorer ce don. » Et il n'y a rien de pire de ne pas honorer un don, car je n'ai pas la traçabilité, parce que la carte de donneur, le don ayant été fait il y a 30 ans, autant vous dire que la carte de donneur a déménagé 5 fois, elle est au fond d'un carton, on ne sait pas où elle est. Hein. Donc la traçabilité du don, dans un pays moderne, amènerait à poser la création d'un registre qui permettrait de tracer la volonté des donneurs, et ce qui est aussi, à mon avis, un bel outil démocratique qui permettrait la transparence. Alors pourquoi je vais vous parler de tout ça? Parce que ça veut dire que dans le débat des lois de bioéthique, il est encore temps de réabsorber cette réflexion et de se poser la question de ce que l'on pourrait faire, non pas pour le faire comme certains journalistes, un espèce de dénigrement systématique d'une pratique qui pourtant est valeureuse, mais de redonner un cadre social modernisé sur cette thématique. C'est le message que je voulais passer parce qu'il me semblait important. Merci Grégoire et d'avoir posé la question du statut du cadavre par là même et évidemment de ce qu'on en fait du consentement. Ça m'a juste fait souvenir de cette exposition qui avait lieu il y a quelques années de corps plastifiés qui avait voyagé en Europe et des débats qui avaient été là autour et notamment la question du consentement avait été aussi posée. Mais au-delà de la question du consentement, c'est qu'est-ce que c'est qu'un traitement, le traitement digne d'un cadavre, quoi. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler après coup. Mais pour l'instant, comme vous l'avez tous les deux souligné, avec les changements sociétaux, effectivement, nous avons une vie numérique et donc, d'une certaine manière, une mort numérique d'ailleurs qu'il est des fois difficile d'acter. Vous allez nous en parler, Fiorenza. Donc, je vous passe la parole. Je vous remercie d'être venu. Merci. Et c'est une tâche difficile de poursuivre les discours en ce moment, mais je dois remercier les collègues parce qu'ils m'ont donné vraiment des points d'appui pour essayer d'expliquer qu'est-ce que veut dire faire un rituel numérique. On a tendance à simplifier ou alors à entendre ces pratiques dans une attitude un peu millénariste, négative, je veux dire, pendant que c'est un univers très ample et qu'il est né déjà depuis quelques décennies. Le premier cimetière virtuel sur le web est apparu en 1995, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et ça met ensemble 3 éléments qui sont les éléments de notre discussion. Donc la mort, un événement traumatique, comme nous a expliqué Edgar Morin, les plus inacceptables des faits de la vie. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose de comme ça très léger. Le corps, qu'est-ce qu'on fait du corps? C'est quelque chose de tellement bouleversant. Quand quelqu'un meurt, c'est trouvé devant le corps. Et les rituels. Je ne veux pas faire toute l'histoire de l'anthropologie et des rituels, mais c'est seulement pour expliquer parce que les rituels numériques sont devenus des pratiques importantes pour les personnes qui les pratiquent. Donc les rituels, c'est le moyen pour essayer de reporter la société et l'individu dans un état de normalité, d'équilibre. Comme la mort, c'est tellement bouleversante, on a besoin d'un rituel pour échanger. On donne le corps dans un lieu bien défini et on revient avec la mémoire qu'on garde et on va augmenter peut-être au fil du temps. Et là, on essaie de reprendre à travers le deuil notre vie personnelle et sociale dans un équilibre acceptable au moins. Donc tout cela a marché, et marche encore très très bien, mais quelque chose s'est passé. La modernité a changé les rythmes de vie et donc la mobilité a impacté de manière très forte et aussi la représentation du corps a changé beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que les rituels traditionnels
se rendre à l'église, saluer les cadavres et les laisser dans les cimetières et une fois par année aller à le célébrer, parfois ne sont pas possibles parce que les gens bougent. Ils changent de villes, des pays, des continents parfois, ou alors comme en Asie, c'est impossible de bouger très tranquillement. Donc, le numérique devient un moyen pratique, je veux dire, et pas banal, pour commémorer avec des temps et des modalités différentes, mais très satisfaisants pour la personne, pour l'individu, quelqu'un qui est disparu et qui, pour nous, est très important. Le premier cimetière numérique a été, réalisé par un ingénieur canadien qui était atteint d'un cancer et avant de mourir, il a pensé, bon, moi j'ai envie vraiment que tout le monde ait la possibilité de commémorer les gens, les personnes chères qui sont mortes, même si ce n'est pas possible de le faire physiquement. Et là, tout a commencé. Au début, c'était quelque chose un petit peu bizarre. Les premiers, c'était plutôt la forme d'un jeu vidéo et donc pas sérieux, on pourrait dire. Mais c'est trop facile de juger. C'était quelque chose que les gens ont vraiment bâti, ont moulé à raison des exigences. On trouve dans le web des écritures de deuil, par exemple, des communautés, surtout le nombre plus important concerne les parents qui ont perdu des enfants, des fils et des filles, par des maladies ou alors par les suicides, des expériences de vie brutales. Et le numérique, c'est pas un moyen de s'isoler ou de rentrer dans une réalité qui n'existe pas, mais au contraire, ces gens-là cherchent, à travers le web, de créer un lien qui ne demeure pas seulement dans le web. C'est quelque chose qui arrive dans la réalité. En m'occupant du numérique, j'ai du mal à faire la différence entre les virtuels, que c'est un mot que j'utilise plus, et les réels. On n'est plus dans cette dimension-là. On a une vie hybride. Le numérique, c'est notre vie. On utilise la technologie digitale pour faire n'importe quoi, et même pour notre relation, et même pour la mort. Que c'est encore quelque chose qui nous donne beaucoup, beaucoup de problèmes. Et donc, c'est pour ça que le numérique a eu un succès important. On a tendance aujourd'hui à dire que c'est seulement Facebook, Twitter qui sont les réseaux sociaux. C'est vrai, on retrouve beaucoup de commémorations sur ce type de réseaux sociaux, mais c'est seulement parce que ce sont les plus diffusés, les plus connus. Mais il y a beaucoup de manières, des modalités d'utiliser le numérique pour développer, conserver la mémoire des gens disparus. Là, comme a déjà dit Marie-Frédérique avant, les différentes techniques ont un rôle très important. Parce que l'écriture sur le web est une manière vraiment très forte de produire et de conserver la mémoire, mais aussi tous les outils vidéo donnent une possibilité forte, même si problématique. Pour moi, que j'ai passé pas mal d'années à étudier cette forme, voir les vidéos, les photos des gens, des jeunes gens, surtout disparus, et les commentaires des familles, même si c'était pas vraiment de mes proches, non, c'était des inconnus pour moi. C'est quelque chose de très fort, de très puissant, parfois on a vraiment du mal à voir. Mais les commentaires nous disent que pour les gens qui produisent ces produits numériques, c'est très important. C'est très fort et ça aide par rapport au deuil. Et là s'ouvre une question sur le deuil.
notre société a réglé les deuils très rapidement. On est une société qui travaille, donc on n'a pas le temps de dédier beaucoup de temps au deuil. On n'a pas le droit, avant tout, pas le temps, mais pas le droit. Et donc, la dimension numérique permet aux gens de prendre le temps qui lui sert et s'occuper de la mémoire, que c'est un patrimoine incroyable de l'humanité. On ne pourrait pas être ce qu'on est si on effaçait la mémoire. Donc, je sais qu'il y a toute une partie de l'opinion publique qui est fortement critique par rapport aux commémorations en ligne, mais ça c'est normal. N'importe quel moyen peut être mal utilisé ou bien utilisé. On trouve en ligne des pratiques très violentes, très négatives, peu respectueuses des gens qui sont pour les décédés. Mais aussi, la plupart, c'est vraiment la nécessité d'avoir un moyen pour se souvenir des autres. Cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas problématique. Il y a des problèmes éthiques, surtout dans les réseaux sociaux. Comment on règle l'accès à des données des personnes qui ne sont plus existantes? Alors, c'est qui peut prendre vraiment le droit de dire bon, on va fermer ces comptes ou alors on donne à tout le monde la possibilité d'écrire dedans n'importe quoi. Là, il y a des lois européennes et des pays de l'Union européenne qui essayent de régler la situation. Il y a aussi les indications des groupes importants, Facebook, Google, etc. Mais c'est encore quelque chose de très compliqué à régler. Mais il y a encore une chose que je voudrais dire. Cet après-midi, j'ai écouté la séance précédente, très intéressante pour moi parce que les droits des personnes âgées sont des droits parfois un peu, mis de côté, surtout dans les web. Qu'est-ce que je veux dire? On est très préoccupé, et à raison, du risque du numérique par rapport aux enfants et aux adolescents. On sait très bien la pédophilie et tout ça. Par rapport aux personnes âgées, je pense qu'il y a un peu de vide. Je fais un exemple que c'est lié aux commémorations en ligne. J'ai fait une étude et une publication très récemment sur la pratique malheureusement diffusée sur Facebook de publier des photos des personnes âgées, hospitalisées, de la part des proches, donc des enfants, des petites filles et tout ça, dans des situations vraiment peu édifiantes. Une personne malade, c'est toujours une personne malade à l'hôpital, mais une personne âgée malade à l'hôpital qui est en train de mourir, c'est horrible. Et donc, les photos sont publiées, et les commentaires, c'est « Voici, ma maman, elle était allée chez les coiffeurs, elle était à l'hôpital, c'était 2 jours avant sa mort, et moi, j'aime bien partager avec vous sa photo. » On voit une vieille dame, la pauvre, vraiment dans les dernières minutes, on peut dire, de sa vie. Alors là, je pense que c'est important d'aborder l'argument des droits des personnes âgées. Donc, on protège bien les enfants, et c'est très bien, mais cette catégorie d'êtres humains et des, malgré eux, présence dans le web, je pense qu'on doit penser vraiment comment on peut faire pour éviter. On peut aussi
comment dire, échanger à cet égard. Pour moi, c'est quelque chose de très fort et je pense pas très respectueux de la personne âgée. Mais peut-être que je me trompe, que c'est autre chose. Mais tout cela pour dire que la dimension de la mort sur le web, c'est pas quelque chose de banal, qui amuse les gens qui n'ont rien à faire ou qui n'ont pas de profondité, mais c'est quelque chose qui prend vraiment de manière très forte la personne. En ce qui concerne les autres, donc la commémoration, mais, et là c'est un autre aspect de la mort et de l'immortalité en ligne, pour soi-même, on a dans notre société une responsabilité personnelle par rapport à la mort. Par exemple, on décide si on veut être pour la crémation après la mort, le fin de vie, etc., l'euthanasie. Donc il y a pas mal d'exemples dans la vie physique réelle par rapport à notre propre responsabilité par rapport à la mort. Sur le web, cette responsabilité se transforme dans une idée d'identité qui poursuit après la mort. Il y a beaucoup de sites et des services qui permettent à l'identité de dépasser les limites spatio-temporelles que la vie nous pose et nous impose. Et là aussi, je ne veux pas ronger trop de temps à la discussion, mais là, c'est un autre aspect très puissant en ce moment. Bâtir notre immortalité, que là, c'est un désir humain, hein, et ce n'est pas vraiment un désir qui naît avec le numérique. C'est quelque chose vraiment d'ancestral. Ne pas mourir. Et on a des exemples, par exemple, la médecine anti-aging, c'est un moyen pour essayer de ne pas s'arrêter. Le web donne la possibilité, numérique bien sûr, mais de garder à jamais notre vie, notre identité, avec les données et les algorithmes qui permettent d'avoir vraiment de vivre après. Merci beaucoup, Fiorenza. Et je pense que s'il y a un point commun de vos trois interventions, c'est que nous survivons à nous-mêmes, d'une certaine manière, contre notre gré ou pas. Mais de toute façon, nous survivons. Et alors évidemment, les rites sont souvent occupés de la façon dont la mémoire se perdure, mais se pose maintenant la question, à la fois avec son propre corps et de nos traces numériques, du consentement. Ici encore, il est facile de gérer le consentement pour donner ou non son corps à la science, parce que somme toute, on peut signer un papier. Donner son consentement ou refuser son consentement pour une survie numérique, c'est une toute autre histoire, c'est une toute autre affaire, et c'est encore un des effets, effectivement, d'Internet. Voilà, donc... alors la question, évidemment, on va bientôt passer aux questions avec la salle, mais aussi la question aussi que je trouve assez fascinante, mais Frédéric, vous l'avez soulevé, c'est dans le fond, qui est en charge de cette survie? Parce qu'on prépare notre mort, on prépare aussi parfois les rites, on choisit les textes qui vont être lus, puis auparavant, quand on faisait construire un gisant de son propre vivant ou une pyramide de son propre vivant, il y a une espèce, on pourrait dire qu'il y a une espèce de narcissisme du vivant qui veut survivre d'une certaine manière après sa mort, mais d'un autre côté, il y a évidemment toute la façon dont ceci est reçu par les survivants et qui est souvent profondément transformé, profondément différent. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut dire quelque chose sur ce sujet. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Oui, je pensais à ces premiers cimetières virtuels qui ont concerné la diaspora chinoise. Et bon, malheureusement, la Chine est actuellement dans une période vraiment de graves turbulences, mais je pensais à la diaspora chinoise en particulier qui est en Californie. Et donc, les cimetières virtuels ont d'abord
connu un important succès du côté des Chinois qui étaient restés en Chine et du côté des Chinois qui étaient en Californie et qui communiquaient de cette manière. Lors, par exemple, de la fête des morts qui en Chine a lieu au mois d'avril, les familles pouvaient aller donc sur le site virtuel, allumer une bougie électronique et même balayer la tombe de façon électronique. Vous voyez? Donc oui, non mais c'est pas juste pour l'anecdote, c'est juste pour vous montrer que le rituel est important et qu'il peut même être représenté de façon numérique. Ça, c'est quand même intéressant et ça délivrait une satisfaction pour ces familles. Et d'autre part, un autre aspect que je trouve très intéressant par rapport toujours alors, au deuil, bien sûr, que je connais bien, quand on perd quelqu'un, pendant les premiers jours, on recherche le mort. On le recherche, c'est-à-dire on cherche les endroits où il aimait bien se tenir. On va même, parfois on se déplace, on va même, par exemple sur ce banc, il aimait bien aller, etc. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'avec le monde numérique, aujourd'hui, je vois que ces comportements de recherche, je les retrouve chez les personnes qui cherchent si, sur Facebook, sur ceci, leur ami, le membre de leur famille avait laissé quelque part une trace. Et on voit que ce sont les mêmes comportements de recherche. Et ces comportements de recherche, bien sûr, ils s'éteignent au bout d'un moment. Mais ils sont absolument naturels chez toute personne en deuil. Et je trouve que les réseaux nous permettent aussi de satisfaire à ces questions. Si je peux, je veux seulement ajouter qu'il y a une différence entre la manière européenne et américaine d'utiliser les commémorations en ligne et la façon de l'Asie. Pendant que pour nous, c'est quelque chose de volontaire, personnel, qu'on bricole, on peut dire, par nous-mêmes. En Asie, généralement, ce sont les institutions et l'État qui presque obligent les personnes à commémorer à travers le web pour des questions de déplacement. C'est pas évident de se déplacer dans les mégapoles asiatiques, c'est pas évident. Et pour des raisons aussi, par exemple, au Japon, c'est très cher de bâtir un rituel des ancêtres qui dure plusieurs années et ça coûte cher du point de vue vraiment concret. Et donc, les numériques donnent la possibilité à tout le monde, même à qui n'aurait pas la possibilité de pratiquer les rites des ancêtres, de pouvoir le faire. Et c'est un petit peu différent. Pour nous, c'est plutôt quelque chose de très personnel, pendant que pour eux, pour l'Asie, c'est quelque chose de plus organisé. Oui, je pense que vous avez raison de préciser que selon les cultures, les choses, évidemment, peuvent se passer très différemment. Voilà, les questions à la salle maintenant. Oui, bonjour. Patrice Diocher, je suis président de l'association Pierre Clément. Je pense qu'un certain nombre connaissent cette association. On accompagne les personnes en fin de vie, soit en soins palliatifs, soit à domicile, soit en institution, mais aussi, nous avons une deuxième mission, nous accompagnons les personnes qui sont en deuil, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, je vais parler crûment, de les faire passer du mode survie à la vie. Voilà. J'ai été assez dubitatif sur vos propos par rapport au numérique ou au web. Je peux vous garantir qu'on en est loin. Ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment accepter l'injustifiable. Et on est loin de tout ça. Peut-être quand la personne a réussi à cheminer comme elle peut et pas comme elle veut, avec ces rituels que la personne a choisis, ça peut être une bougie, ça peut être une photo, ça peut être... tous les rituels sont intéressants
à partir du moment où la personne choisit ces différents rituels, bien évidemment, parce que chaque deuil est particulier, que ce soit un enfant ou aussi une personne qui a 70 ans, qui a perdu son papa ou sa maman, qui a 90 ans. C'est aussi important, même si je choque certainement ici. C'est important. Donc je suis assez dubitatif sur le web parce que ça, de toute façon, ce n'est pas au début du deuil. C'est des mois et des mois après. Parce que de toute façon, les personnes sont complètement dans le déni et ils ont des difficultés déjà à passer le cap du mode survie. Alors, tout ce qui est web, on en est en tout cas très loin. Voilà ce que je voulais vous dire de façon très rapide et en témoignage. Merci. Je voulais répondre, Fiorenza. Oui, donc la première chose que je veux dire est que les commémorations dans le web ne vont pas substituer la partie physique, sauf que dans des cas très très limités, c'est-à-dire quand le corps n'est pas présent. Alors là, ça devient plus exclusif, on peut dire. Mais ce n'est pas que le web va substituer la cérémonie et la première partie, pour des raisons aussi très, pour le dire de manière brutale, parce qu'il y a un cadavre à gérer. Donc, ce n'est pas là les discours, ce n'est pas une compétition. Non, c'est seulement, un moyen qui, quelqu'un, pas tout le monde, il y a des gens qui absolument vont fermer les comptes sur Facebook parce que, même jeunes, ce n'est pas une question d'âge, qui disent non, mais moi, je ne peux pas. Je ne veux pas voir mes amis, mon copain, ma copine, une fois qu'il n'est plus là. Donc, je ne veux pas dire que tout le monde fait comme ça. Non, mais c'est quelque chose de... quelque chose qui peut aider et qui aide beaucoup de gens. Je fais un exemple. Je fais une recherche en ce moment sur les expatriés italiens à Genève et les moyens qu'ils ont d'utiliser les outils numériques dans n'importe quel contexte. Et donc, j'ai interviewé des personnes, évidemment, et une m'a raconté qu'elle vit à Genève et sa famille est à Naples. Et donc, une amie d'elle va mourir. Et le web a été, dans un moment très précis, la seule manière pour être en contact avec les autres amis et, faire une cérémonie, une manière de commémorer la jeune fille disparue, qui lui donnait un soulagement. Donc, quelqu'un a dit qu'il y a différentes manières de faire le deuil, et c'est ça. Il y a des différentes manières. Le web, c'est une manière. C'est pas la manière, et c'est pas de la propagande pour le web, mais c'est une manière qui peut beaucoup aider. Parfois, non. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Grégoire ? Pour faire un lien, oui, en fait, entre ce qui est du domaine de la recherche et peut-être de ce qui se passera dans quelques années, la réalité des pratiques. Tout à l'heure, quand je vous parlais de l'organisation d'une chambre mortuaire, il faut savoir qu'on a des espaces qui sont totalement banalisés et que l'on considère, enfin en tout cas les gens comme moi, de l'ordre de l'espace privé. C'est-à-dire que les familles vont pouvoir se recueillir et faire ce qu'elles veulent. Et très souvent, et c'est assez nouveau, effectivement, certaines familles nous posent la question, et il y a un fait générationnel incontestable, c'est plutôt les plus jeunes, de la prise de photos, de la prise de vidéos dans la chambre mortuaire. À titre personnel, moi je considère qu'on est dans la sphère privée du recueillement, donc que les gens ont le droit de faire ce qu'ils faisaient, puisque à domicile, il y avait déjà des photos. C'était classique, il y a certaines familles où la photo existait. Après, quant à la question du passage sur Internet, juste pour être aussi un peu dans mon rôle, il y a deux débats. Il y a la question du vivant que vous évoquiez, qui pour moi n'est pas liée au grand âge. C'est l'usage de la vidéo, d'une photo d'un individu vivant en mode hospitalier. Je pense qu'il faut avoir des positions assez fermes là-dessus, et le droit va dans notre sens. On l'a vu dans l'affaire Vincent Lambert. L'utilisation de la vidéo de Vincent Lambert a été mise par la famille, par des proches, de manière, selon moi, totalement indigne, et dans l'irrespect de ce que dit le droit, le respect de la vie privée, et du droit à l'image d'une personne. Donc, selon moi, mais des fois je suis un peu formaliste,
tant sur le plan de l'éthique que de la réflexion du droit, on n'a pas à mettre une image d'une personne malade. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants en santé. Quant à la question de la mort, c'est autre chose, puisque de personne, il n'en est plus, et que le corps appartient à personne, mais revient en gestion au collectif. D'accord ? Donc là, l'espace des possibles est ouvert. Et c'est vrai qu'on pourrait, pour aller dans votre prolongation de débat, se poser la question si demain, la puissance publique, ce qu'on appelle la République, doit penser de nouveaux espaces dû au fait que, effectivement, la ritualisation du deuil est complexe et que sur le long terme, vous l'avez bien dit, le fait de décéder à Caen et quand on habite à Marseille est compliqué pour aller honorer son défunt. Donc on peut imaginer, même si monsieur n'y croit pas complètement aujourd'hui, moi aussi je découvre, mais que demain, il y ait quelque chose autour de l'espace commun. Pourquoi j'y rajoute ça ? Parce que pour ceux qui sont un peu spécialistes du funéraire, et je ne vais pas vous embêter avec les textes qui régissent le code des communes en matière funéraire, il y a aussi en France une problématique de place. Et les concessions se réduisent, pas d'année en année, mais par dizaines. On voit que les concessions qui avant étaient à perpétuité sont passées en 50 ans, puis après sont passées à 20, puis en train d'être passées dans certaines communes à 12. Et que donc on a, si on pense qu'honorer le défunt et l'histoire de celui qui n'est plus est important, à réfléchir peut-être à la jonction avec les outils modernes. Bonjour, je m'appelle Emeline Néant, je suis en train de rédiger un mémoire justement qui parle du design graphique, des pratiques rituelles et de la mort sur Internet. Et en fait, je voulais savoir, donc je m'adresse surtout à vous, Madame Gamba, si les personnes qui ont des pratiques justement sur Internet de poster des photos, de réutiliser des vidéos, ont conscience en fait finalement que c'est un support qui est extrêmement fragile. Qu'on a tendance à dire que justement il y a un espèce de mirage d'immortalité qui accompagne Internet, alors qu'en fait ce sont des supports qui peuvent casser à tout moment. Un téléphone peut tomber, on peut perdre complètement la mémoire, et même une entreprise comme Facebook, finalement, si du jour au lendemain les serveurs disparaissent, c'est toute une partie de la mémoire du défunt qui est perdue, et qui est perdue pour toujours. Et donc, est-ce que dans les pratiques dont vous avez connaissance, est-ce qu'on observe aussi une liaison entre le numérique et des supports plus physiques? Est-ce que les gens ont conscience un peu de cette fragilité ou pas du tout? Donc là, c'est vraiment le paradoxe du numérique qui nous semble quelque chose de va durer à jamais. Et par contre, il peut avoir des accidents qui vont tout effacer. Et donc, c'est vraiment, vous avez bien raison, c'est la fragilité du numérique qui est très puissant, mais en même temps peut disparaître très rapidement. Personnellement, sur les sites que j'ai analysés, presque dans la totalité, il n'y a pas vraiment une conscience très explicite par rapport à la fragilité du web. Il y a seulement, pour mon expérience, que c'est limité. Moi, je n'ai pas vraiment tout analysé et c'est désormais très difficile pouvoir s'occuper de toutes les différentes manifestations. Il y a un site qui s'appelle LifeNote et qui est un site dédié aux vivants plus qu'aux morts, mais qui collecte les données en prévision d'une mort future. Et là, la question de garantir à n'importe quel prix et contre n'importe quel accident la continuité, la sécurité des données en ligne. Mais c'est un site très, très compliqué, très élaboré. De toute façon, généralement, les documents, les vidéos, les photos qu'on met en ligne ont aussi une localisation, parce que si c'est vrai, son matériel, mais pas totalement, ont aussi une localisation qui est hors du web. Mais là, c'est effectivement c'est quelque chose de très intéressant à enquêter et qui nous peut donner des aspects importants à la réflexion. Grégoire, oui. Deux petits points complémentaires, parce que
Moi, je suis très attaché à ce qu'on appelle la mission de service public. Dans la question que pose Madame, la sécurisation et la pérennité des données, l'État sait faire sur le dossier médical, sur les données de santé. On pourrait imaginer un espace sécurisé avec des sauvegardes. Et parce que le deuxième point qui est lié, et qui a déjà été décrit dans la littérature, je pense que vous l'avez déjà lu, c'est le danger de monétiser la mémoire. C'est-à-dire de faire que ce soit des serveurs privés et des prestataires privés qui est à la merci d'un domaine marchand de monétiser la mémoire. Donc je pense que la réflexion doit intégrer ces deux volets. Merci. Oui. Une question? Oui, bonsoir. Je vais poser une question très en lien avec le sujet du forum, quel humain pour demain, et donc du coup en lien avec la fin de la mort. Peut-être vous n'y croyez pas, vous n'avez pas abordé ce point de vue, mais il y en a beaucoup qui y croient, et même plus qui y croient, ils le savent que tôt ou tard ça viendra. Je ne suis pas le seul, je fais partie de cela et je suis pleinement dans ce sujet, mais il y a aussi Laurent Alexandre, il y a Bill Gates, Mark Zuckerberg, et Elon Musk et d'autres. Ce n'est pas des gens bêtes, il ne faut pas les prendre pour des fous. Donc demain, c'est-à-dire peut-être dans 20 ans, eux ils estiment pour 20 ans, peut-être ce sera plus. Ils estiment pour 2040 la fin de la mort. Donc la question elle est très simple, mais je vais l'expliquer vite fait. Il y a 3 possibilités pour la fin de la mort. Ça va être très vite, il y a 3 possibilités. Donc la possibilité biologique, robotique et numérique. Donc c'est-à-dire vaincre par la possibilité biologique. Donc on a compris déjà les télomères, l'oxydation des cellules, etc. Par la possibilité robotique, c'est de mettre notre intelligence dans un robot. Et numérique, c'est de mettre notre intelligence, notre personne dans le cloud. Voilà, donc il y a ces 3 options. Une de ces 3, peut-être dans 10 ans, 20 ans viendra. Donc la question est la suivante. Je ne vous demande pas de me dire si oui ou non. Si oui, admettons que ça arrive, est-ce que nous sommes prêts et qu'allons-nous faire quand la mort deviendra une option? Bien, d'une certaine manière, la mort a toujours été une option, mais là, effectivement, c'est l'idée de télécharger sa personnalité sur Internet. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais c'est pas de l'inspiration, c'est déjà pas mal des littératures et des études et des réflexions là-dessus. Quelqu'un dit que la date exacte, c'est le 2045. Donc là, on est presque. Hein. Mais ce que c'est intéressant, moi je ne sais pas. Personnellement, je suis quelqu'un qui n'a pas envie de mourir et donc j'aimerais bien, même si cela donne des problèmes. Hein? C'est pas très facile. Mais qu'est-ce que c'est intéressant d'un point de vue anthropologique? Tout d'abord, l'immortalité a été quelque chose qui a été toujours dans l'imaginaire des hommes. De la fontaine de Jouvence en avant, c'est quelque chose, l'immortalité, c'est quelque chose qui prend beaucoup les hommes. De manière différente, la religion a pas mal travaillé là-dessus. On a promis qu'après la mort, oui, il faut y aller, mais après, pendant longtemps, la religion catholique nous a promis que notre corps va être à nouveau puissant comme était avant. Donc, c'est pas quelque chose que le numérique a inventé en ce moment ou c'est une des générations de la société actuelle. C'est un désir de rester, d'être vivant longtemps, qui est de l'être humain et des sociétés. C'est transformé par la modernité, et donc en sortant de mon domaine religieux, c'est quelque chose que la médecine a assumé. La mortalité, et l'apostrophe amortalité, c'est la possibilité de prolonger la vie à l'infini, de tenir la mort pour un accident qu'on peut repousser dans le temps. Donc là, je ne sais pas, moi, je n'ai pas la compétence pour dire qu'on y arrive. C'est un espoir que chacun parmi nous a de manière différente. Mais c'est vrai qu'il y a, j'ai cité LifeNow tout à l'heure, et c'est un site qui met ensemble les données cognitives des personnes et aussi on garde
de manière physique cette fois-là, les ADN pour essayer dans un futur de les remettre ensemble et de reconstituer l'être humain. C'est du rêve, c'est de l'imaginaire, c'est du monstrueux peut-être, mais c'est quelque chose qui fait partie de notre imaginaire contemporain, de notre société. Deux petites remarques qui sont forcément celles d'un légiste. Un jour, j'aimerais faire une table ronde avec les transhumanistes autour de la question du suicide. Et deuxièmement, j'aimerais faire un débat avec les transhumanistes sur la question de la mort violente et du crime. C'est-à-dire que quelque part, je pense que même si on adopte une philosophie, un point de vue philosophique que je qualifie de futuriste, la mort, forcément, pourrait être une forme, à ce moment-là, d'anormalité de l'humanité, peut-être, mais un beau challenge s'ouvre, moi, sur la question du suicide et sur le désir de se soustraire qui existe déjà aujourd'hui et qui pourrait peut-être se majorer si on avait le sentiment d'immortalité. Oui, bonjour. Je fais partie d'un collectif de citoyens qui a créé l'année dernière une association qui s'appelle maintenant l'Après. L'idée, c'est, comme vous l'avez dit, de réfléchir, de se poser des questions et de trouver éventuellement des réponses sur des choses qui existent ailleurs mais pas encore en France, et de faire bouger un petit peu la loi sur un certain nombre de... Par exemple, il existe trouver des alternatives à uniquement la crématisation ou uniquement l'enterrement. Voilà. Et donc, on y réfléchit, on essaie d'avancer et surtout d'informer les gens en leur disant mais anticipez, ouvrez des portes pour que vous ne soyez pas tout à fait démunis quand la mort arrive et que vous trouvez... voilà. Merci. Donc, oui, pour les alternatives. Oui, alors justement, en Angleterre, j'ai appris qu'il y avait environ 137 cimetières naturels où on peut être humusé. Alors, on parle d'humusation, c'est-à-dire simplement enterré, oui, humusation, enterré dans un parc botanique, si vous voulez, avec la possibilité de mettre un arbre, un arbuste, un buisson, tout ce que vous voulez, mais disons une façon de terminer sa vie, je dirais, et sa mort, dans une forme de recyclage qui jusqu'à présent était quelque chose d'assez, finalement d'assez accepté, malgré toutes les tentatives, Fontaine de Jouvence, etc. Car à quoi sert de ne pas mourir si on vieillit? Vous le savez très bien. C'est ça le véritable problème. Donc, encore faudrait-il que la médecine se soit particulièrement progressée sur le vieillissement cellulaire. Ça, ce serait la première chose. Mais après, moi, je trouve que la mort, elle nous sert à ne pas faire n'importe quoi. Et que là, s'il y avait une véritable pédagogie de la mort, c'est-à-dire une vraie réflexion sur la mort, qui partirait de simplement la mémoire, c'est-à-dire le fait de penser au moins chaque année à nos morts et d'y penser en famille, avec nos enfants, avec les petits-enfants, etc., ça permettrait déjà de ne pas arriver aux limites qu'a décrites Grégoire Moutel, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait du mort? Ah ben on ne sait pas, on n'en avait pas parlé. Donc ça, ce serait la première chose, c'est déjà d'avoir le courage d'affronter cette possibilité. Pour l'instant, nous sommes mortels. Et puis ensuite, de penser aussi diminuer les hécatombes, améliorer l'environnement, etc. Donc pour l'instant, moi, je trouve la mort très utile. Pardonnez-moi. Juste, madame. La question de madame m'invite aussi à vous donner un focus sur la question de la dimension économique de la mort qui plonge des familles françaises aujourd'hui en état de vulnérabilité financière. Et je pense que c'est aussi un des éléments du débat, c'est-à-dire que quand on anticipe le devenir de son corps, il y a une dimension aussi d'ordre économique. Pour revenir au sujet, quand vous donnez votre corps à la science et à la médecine, vous le faites aussi pour permettre à vos proches de ne pas avoir de frais. Et c'est une chose qui m'interroge beaucoup parce que je vois des gens qui font ce choix, certes par altruisme, mais aussi sous la contrainte économique. Deuxième chose, c'est histoire d'être un peu rabat-joie, cette question des approches différentes doivent aussi, c'est mon rôle, ne pas nier les problématiques de santé publique. Un corps enterré à même le sol emmène des risques de pollution de nappe phréatique. Pour vous donner un ordre d'idée, nous aujourd'hui, on doit enlever les pacemakers, les piles au lithium. Enfin, il y a tout un rite qui fait qu'on se préoccupe de l'environnement. Le corps mort est une problématique pour l'environnement. Et donc, toutes les alternatives, j'y suis très favorable, mais il faut aussi qu'elles intègrent cette dimension-là.
C'est-à-dire aujourd'hui, autour des rites funéraires, il y a des enjeux de santé publique, d'infectiologie, de virologie et de pollution. Voilà. Et donc, ouvrir le débat, je suis entièrement d'accord. Une mort moins chère et moins marchandisée et une mort peut-être plus proche des préoccupations environnementales. Merci. Monsieur? Jean-Marie Mance, je suis médecin réanimateur. Je voudrais poser une question qui s'adresse plus particulièrement, je pense, à Monsieur Moutel. À qui appartient le cadavre? Au défunt? À la famille? À la justice? Ou à la société? Alors, le corps n'appartient à personne. En droit, le corps n'appartient à personne, à aucune de ces catégories-là. Mais il revient soit au collectif, c'est-à-dire droit des collectivités territoriales, et ça c'est un impératif de gérer le devenir du corps, ça c'est une obligation légale. Voilà, individuellement on ne peut pas gérer le devenir du corps, c'est le droit des collectivités territoriales, et ou transitoirement à la justice quand il est soustrait pour raisons judiciaires aux familles. Et ça, c'est une vraie question que vous posez parce que le grand public a une différence de représentation, c'est-à-dire le défunt leur appartient en termes mémoriels, d'images, voilà, de souvenirs, l'organisation des rites et d'ordre privé, mais le corps en tant que tel, dans sa matérialité, n'a pas de dimension d'appartenance, ce qui explique au passage les dimensions d'extra-patrimonialité du corps dans les lois de bioéthique. On est hors patrimoine. Bonsoir à tous. La question risque d'être un petit peu brève. Je voudrais revenir sur la question qui a été posée au sujet de la possible immortalité. Alors, je me garderai bien ici de deviner si c'est possible ou pas, mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle a pas mal réagi, qu'il y a eu pas mal de rires, et je me demande bien pourquoi, et je voudrais vous demander si vous aviez une idée de pourquoi une telle réaction à cette question. Alors, est-ce que qui veut répondre? Je pense que peut-être que la question s'est adressée principalement à moi. Donc, c'est une très bonne question, la vôtre. Et c'est, je pense, parce que c'est quelque chose qui va toucher un imaginaire très vivant, mais plutôt nié. Et tout ce qui concerne l'immortalité et le numérique ensemble en ce moment donne beaucoup de hilarité ou alors, encore pire, quelque chose qui va éloigner les gens. Je le répète, ce n'est pas une question d'âge. Moi, je parle de ces thématiques avec mes étudiants et très souvent, quelqu'un me dit « Ah, mais madame, mais non, mais c'est pas possible, mais c'est horrible, mais qu'est-ce que vous racontez ?» Donc, je pense que parler des morts et d'immortalité, je dois dire que Louis-Vincent Thomas a raison, Edgar Morin a raison, c'est quelque chose c'est un traumatisme. Et donc, même l'immortalité, que c'est quelque chose que, même des manières pas conscientes, on désire, donne de l'hilarité, parce que c'est quelque chose de pas sérieux, c'est pas un problème urgent. On a beaucoup d'autres choses à penser en ce moment, pas à cette question-là qui ne sont pas importantes. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'étonne. Je sais que la réaction, c'est ça. Et je n'ai pas parlé des services comme les chatbots où les défunts sont reconstitués et les vivants parlent avec eux, parce que j'imagine que c'est l'hilarité générale. Mais pour moi, c'est normal, c'est mon champ de recherche et je peux comprendre que le public peut être un petit peu dérangé par rapport à ça. Il y a une question, une raison très importante. Tous les sujets de recherche ne sont pas des sujets universels. La mort, c'est universel, mais les contextes, ce n'est pas universel. Donc, je ne pense pas que tout le monde est concerné par rapport à mes thématiques. Ce sont des thématiques existantes. Là, j'ai aucun doute. Mais je comprends la réaction. Parfois, on a des réactions de ce genre-là quand on ne peut pas accepter le thème. Et alors, on rit parce qu'on rejette...
Merci. Il y a beaucoup de questions dans la salle, donc on ne va pas... Non, je vous en prie, mais prenez le temps de répondre. Mais excusez-moi, mais moi, je parle lentement, mais quand je commence, j'ai difficulté à m'arrêter. Mais vous n'avez pas à vous excuser. C'est très bien comme vous répondez. Simplement, il ne nous reste plus qu'1 quart d'heure, donc on essaye de prendre le plus de questions possible. Oui, 2 petites questions et avant 2 toutes petites observations pour le docteur Moutel. Vous nous parliez des photos prises au domicile d'un cadavre et qu'on retrouve sur Facebook ou ailleurs. Eh bien, la question n'est pas nouvelle. Elle se posait bien avant Facebook. Il y a 25 ans de ça, quelqu'un est venu, enfin un des invités, des conviés à se recueillir devant la dépouille de François Mitterrand et avait un petit appareil photo, après une photo qu'on a retrouvée dans Paris Match, accessible à tout le monde, alors que François Mitterrand était mort à son domicile. Paris Match, c'est bien sûr qui a pris la photo. La famille Mitterrand prétendait, il n'y a pas de raison de ne pas les croire, qu'ils ne savaient pas qui avait pris la photo. Et Paris Match, il y a 25 ans, c'est Facebook d'aujourd'hui. Enfin, c'est Facebook, c'est toute proportion gardée, Facebook d'aujourd'hui. Une deuxième petite observation avec un peu d'humour. L'immortalité, c'est bien, mais que fera M. Macron pour nos caisses de retraite alors? Parce que le problème, évidemment, le problème devient insoluble. Et que fait la CGT dans ce cas-là? Plus sérieusement, 2 petites questions. Ne pensez-vous pas qu'il serait bon, peut-être pas dès l'école primaire, ça serait un peu trop tôt, mais au moins dès le collège, de responsabiliser très tôt, sans faire de grands discours, mais de responsabiliser, ou disons d'attirer l'attention sur des collégiens, a fortiori sur des lycéens, du risque que tout le monde peut mourir à un moment. On traverse la route et puis boum, il y a une voiture qui arrive, ça ne se choisit pas. Et de préparer déjà quelques lignes qu'on confie à un proche, ce qui au moins permettrait de ne pas laisser désarçonner la famille. C'est une première question. Et puis une deuxième question, est-ce que tout ce qui entoure la mort, ce n'est pas aussi un excès de sensiblerie? Je me rappelle, c'est un souvenir personnel, mon papa avait dans ses très bons amis un monsieur qui avait une grande réussite professionnelle puisqu'il était chef d'état-major de l'armée de terre, c'était un Saint-Cyrien, et il avait des principes un peu rugueux, mais c'était un homme brillant. Il disait, on ne doit qu'une seule chose à des enfants, une bonne éducation, et rien d'autre. Évidemment, quand il est mort à 92 ou 93 ans, aucun de ses 3 fils n'est venu aux obsèques. Sa veuve trouvait ça trop fatigant aussi. Mais ça a été vite réglé. Il a été mis dans le cercueil, il y a eu un petit office et emmené au cimetière et descendu dans la fosse. Donc voilà, en désensibilisant un peu les gens, ça simplifierait peut-être aussi un peu les choses. Je mesure l'aspect un peu rugueux du propos de cet officier de haut rang, mais c'est réaliste dans le fond. Merci. Grégoire, peut-être pour la première question, puis vous prenez la deuxième. Je laisserai à Marie-Frédérique, l'officier de haut rang. Non, juste, c'est histoire de faire effectivement débat public. La question que vous posez sur l'information des citoyens quant à un positionnement intellectuel sur la question de la mort renvoie les questions très pragmatiques qu'on a déjà débattues longuement dans ce forum historiquement, qui est celle du don d'organes, celle des directives anticipées de la fin de vie, celle de la désignation de la personne de confiance. Et effectivement, de par ma profession et puis tous ceux qui sont en réanimation dans le domaine de l'accidentologie, vous donnent raison d'attirer l'attention de ne pas faire de cette problématique une problématique du grand âge ou du vieillissement. C'est-à-dire que tout citoyen, effectivement, devrait être concerné. Alors forcément, après, il y a des limites d'âge à définir, que vous imaginez bien. Mais oui, la question de la sensibilisation et la réflexion sur la mort, le corps mort, doit être portée et on essaye de le faire. Modestement, mais on essaye de le faire. De mon côté, moi je citerai simplement différentes civilisations, comme par exemple au Japon. Actuellement, dans les écoles maternelles, il y a ce que les Japonais appellent des ateliers de vie, c'est-à-dire que les enfants entre 4 et 6 ans apprennent, mais aussi jouent des choses comme le divorce des parents, la mort d'un grand-parent, par exemple. Et donc tout ceci est vraiment vécu sous forme, non pas de simulation, mais on propose ces sujets aux enfants, et bien sûr, ils sont très bien entourés, et ils peuvent jouer ces scènes, si vous voulez, avec des Playmobil ou d'autres choses. Ils élèvent aussi des petits animaux mortels, vous voyez, comme par exemple des criquets, des souris, qu'ils peuvent voir à la fois se reproduire et en même temps mourir. Donc je pense qu'il y a une pédagogie de la mort, comme je le disais tout à l'heure, une possibilité d'apprendre à mourir, mais de façon, vous voyez, tout à fait progressive, dès le plus jeune âge.
En revanche, alors quand je vois les directives anticipées et le fait qu'environ moins de 20% de personnes veulent bien les remplir, je pense que tout ceci ne doit absolument pas être obligatoire. Je pense qu'effectivement, on peut insister sur les cérémonies mémorielles, donc sur la fête des morts. Ça, je crois que c'est très important qu'elle soit revenue. Mais encore une fois, de façon beaucoup trop plaquée. Par exemple, Halloween. Qui sait que Halloween permet tout simplement aux enfants, encore une fois, en mangeant les bonbons, c'est-à-dire les offrandes qui sont en réalité destinées aux morts, d'être un point de passage entre les vivants et les morts et de satisfaire les morts pour tranquilliser les vivants, bien entendu. Personne ne le sait quand j'interroge des parents qui me disent « voilà, ma fille veut se déguiser en sorcière, etc. » Mais le problème, c'est qu'ils ne savent même pas pourquoi ils se déguisent en sorcière ou en squelette. Vous voyez, donc moi, je crois qu'il y a de l'information et que cette information doit commencer dès l'école. Merci. Oui, ça existe, bien sûr, ça existe, mais ce n'est pas général, oui, oui. C'est difficile d'entrer dans l'éducation nationale. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Oui, bonjour, voilà, je suis médecin et je voulais juste soumettre un petit peu, j'ai eu à plusieurs reprises des questions de patients qui, après la mort d'un proche très cher, me posaient la question, c'est-à-dire qu'ils me disaient que pendant toute leur vie, ils avaient fait de superbes photos de leurs proches et tout, très belles et tout, et ils en avaient, pour certains, ils avaient fait également des photos au moment de la fin de vie de leurs proches et même parfois au moment du décès. Et ils me demandaient qu'est-ce qui valait mieux garder comme preuve de leur amour et s'il fallait par respect pour leur défunt et leur amour ou s'il fallait pour faciliter leur deuil qui préserve les photos de ces fins de vie ou de ces deuils. Voilà, c'était tout. Marie-Frédérique, déjà, je leur demanderai ce qu'ils en pensent, bien évidemment. Mais dans mon expérience, en tout cas, finalement, alors que j'avais un point de vue opposé il y a un certain temps, je pense que toutes ces photos sont des bonnes choses, en réalité, et que si elles ne font pas l'objet, évidemment, d'un culte, et qui maintiendrait le deuil dans une crypte, finalement, ces photos vont permettre aux personnes petit à petit qui vont se réapproprier justement la possibilité de voir de l'extérieur la personne. Donc ça veut dire que déjà leur deuil est bien avancé par rapport à cette nouvelle relation dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, je pense qu'il faut qu'elles gardent ces photos à leur disposition et le jour où elles seront prêtes, elles les reverront. Et quand elles les reverront avec plaisir. C'est ça qui est vraiment intéressant. Par contre, ce que j'observe, c'est que dans les deuils traumatiques, cette fois-ci, voir les photos est impossible. Vous voyez, et pour moi, c'est presque un indice diagnostic. Quand je rencontre des personnes en deuil qui ont des deuils très difficiles, je leur demande tout simplement, pouvez-vous revoir les photos de votre mort ? Et dans le cas où elles me répondent « Ah non, 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 c'est impossible, ça déclenche chez moi une détresse insupportable », j'en conclus qu'il s'agit bien d'un deuil traumatique. Et qu'à ce moment-là, on va prendre des mesures, je dirais, psychologiques, c'est-à-dire d'accompagnement psychologique ou médical. D'ailleurs, les médecins font également des accompagnements tout à fait valables. Et on va faire un accompagnement spécifique pour un deuil traumatique. Mais dans la mesure où les personnes voient les photos sans être plongées dans une détresse terrible, je pense que c'est un deuil normal, naturel. Merci. Une dernière question, puis ensuite vous pourrez conclure. Oui. Bonsoir. C'est une question qui est la transition de ce que vous venez de dire. C'est une question sur les implications de l'évolution de la représentation de la mort aujourd'hui. Donc vous avez beaucoup parlé des rites de passage, vous avez notamment parlé du bénéfice de consulter des photos pour le deuil. La question que je me pose, c'est qu'avec l'évolution de cette nouvelle forme de représentation de la mort, et notamment les voies numériques, est-ce qu'on ne va pas aboutir à l'effet inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'au contraire, ça ne maintient pas trop vivace la mémoire du défunt, et que ça ne va pas entraîner l'inverse? Je prends un exemple qui va même au-delà de ça. Il y a un épisode de la série bien connue Black Mirror, que vous connaissez sans doute, qui est une anthologie sur les questions éthiques liées à l'évolution de la technologie. Et il y a dans un de ces épisodes, il y a une femme qui ne supporte pas le décès de son mari donc défunt, et qui va recourir à un logiciel qui collecte un certain nombre de données qui est lié à son mari décédé sur les réseaux sociaux et qui reconstitue la capacité d'avoir un double numérique avec lequel on peut dialoguer
Et alors là, donc, on est carrément dans le rejet total en fait, de l'acceptabilité de la mort. Donc est-ce qu'on n'arrive pas à l'effet inverse finalement avec l'évolution de ces nouvelles formes de mort, de représentation de la mort? Oui, alors Merci pour cette question. Peut-être vous pouvez y répondre chacun à votre tour et puis conclure en même temps. Sûr. Conclure, Oui. mais Marie-Frédérique, je vous Oui, passe absolument. la parole. Donc dans cet épisode Be Right There, justement, donc je suis toujours là, en quelque sorte. Le mari en question est en fait une sorte de golem et qui vient et puis qui reste. Et finalement, la jeune femme, elle avance elle-même dans son deuil, c'est-à-dire dans son processus de séparation psychique, à tel point que le golem en question, c'est-à-dire la reproduction, si vous voulez, quasiment vivante du mari, mais robotisée, est mise au grenier. Et effectivement, le mort devient encombrant. Donc, je reviens à votre question. Est-ce que les photos empêchent, finalement, ils vont même gêner quelque part? Non, je crois qu'il y a vraiment une très grande différence entre les photos et les reconstitutions, je dirais, en 3D, telles qu'elles sont montrées dans Black Mirror. Mais donc ces photos, pour l'instant, on en est là. Bientôt, il y aura des logiciels, et ils existent déjà, qui nous permettent de reproduire la voix et de reproduire le style de discours, puisque j'ai vu ça en Russie, le style de discours du défunt, oui, tout à fait. Mais au fond, pour moi, ces aides sont très ponctuelles, en réalité. Car la personne psychologiquement avance par rapport à son deuil. C'est pour ça que je parlais de deuil cryptique, qui sont des cas très particuliers qu'on appelait avant deuil pathologique, où la personne n'arrive pas à avancer, n'arrive pas donc à se détacher finalement de ce qu'elle avait imaginé et vécu avec la personne aimée. Car vous le voyez, la relation doit évoluer, hein. Donc pour l'instant, à part ces cas très particuliers qui représentent peut-être 1% des endeuillés, je pense que les photos, les films ne gênent pas. Et sur Facebook, je voudrais rappeler que quand même, sur tous les réseaux sociaux, ce sont des gens vivants. Ce sont des photos des gens vivants. Il n'y a jamais de photos de cadavres, je précise quand même. Car, par exemple, je vous ai parlé de ces vidéos de parents qui ont perdu un bébé. Là, c'est un cas exceptionnel où le bébé mort est bien photographié, pris en vidéo et exposé au monde. Mais c'est un cas exceptionnel. On ne voit nulle part des personnes mortes, adultes ou même des enfants plus grands. Vous avez vu par exemple la photo du petit Aylan, ce petit garçon qui avait traversé avec sa famille la Méditerranée et qui a trouvé la mort comme son grand frère et sa mère. Cette photo a fait le tour du monde parce que justement c'était un enfant plus grand. Il avait 3 ans qui était photographié. Alors bien sûr, on va trouver beaucoup de raisons, mais en réalité, le tabou de la mort est toujours présent en termes de représentation. C'est-à-dire que pour moi, les représentations de la mort n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé. Et ce n'est pas Facebook ou toutes les possibilités qui font bouger ces représentations. En fait, pour l'instant, on est juste dans un aménagement de la douleur, car oui, je pense que ça peut aider de revoir son mort dans un premier temps. Et puis après, on s'aperçoit, et souvent les endeuillés éprouvent une certaine culpabilité à ce niveau, qu'on regarde moins les photos et moins les vidéos. Merci. 3 mots de conclusion, parce que nous devons rendre la salle. Grégoire? Ça va prendre un petit peu plus de 3 mots, je me connais. Non, mais la question anthropologique qu'on a débattue, là, c'est finalement que devenu son corps, mais que va devenir aussi mon propre corps. Moi, je voulais juste citer Axel Honneth qui rappelait que dans cette question de rite, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a la médiation d'amour et de dignité. Et je n'ai pas répondu à la question de la dignité. Je vais y répondre d'une façon, pareil, pragmatique, vous me connaissez. Je veux rendre hommage, moi, aux agents du funéraire qui travaillent dans les chambres mortuaires hospitalières. Parce que la mort peut être apaisée dans l'image d'Épinal, celle qu'on voit sur les beaux tableaux au Louvre. Et puis, la mort est aussi violente dans sa figuration, mais dans la meurtrissure des chairs. Et ce n'est pas que le légiste qui parle, les cliniciens le disent. Et ces agents des chambres mortuaires, tous les jours, restaurent des corps pour les présenter à des familles. Et c'est un formidable travail qui répond à la question de l'image. L'image n'est pas que celle photographiée, c'est celle qui s'imprime peut-être dans le striatum, je ne sais pas. Mais en tout cas, incontestablement, il faut rendre hommage à ces professionnels, puisqu'on l'a parlé tout à l'heure dans la table sur le vieillissement, l'investissement qu'une société doit donner en termes de respect de la dignité du corps mort, à mon avis, est conféré au statut de ces agents qui aujourd'hui sont relativement méprisés par nos institutions de soins. Merci Grégoire.
Vous allez pouvoir les applaudir très bientôt, mais j'aimerais juste donner la parole à Fiorenza pour conclure. Très rapide, la réalité a dépassé Black Mirror parce qu'il y a déjà Replica, qui c'est quelque chose qui fait la même chose, un petit logiciel qui reproduit le comme vivant en mort. Donc là, on a les deux. Par rapport à la représentation à travers les médias et les images, il y a un paradoxe, il y a un tabou par rapport à ses propres morts aux proches, pendant qu'il y a une pornographie de la mort, on peut voir n'importe quoi, on recherche la mort en direct de Bin Laden, elle a été très, très connue à l'époque, ça ne dérange pas trop. Ou alors on a, comment dire, on est un petit peu maniaque pour la retrouver. Pendant que par la mort des proches, comme disait Marie-Frédérique, ça dépend. Chacun a vraiment sa propre pudeur et son propre besoin de voir ou de ne pas voir la personne décédée. Je pense qu'on n'est pas vraiment dans une ligne commune. Non. Et c'est bien comme ça. Très bien, mais écoutez, nous pouvons applaudir les 3 conférenciers, les 3 panélistes. Et merci à vous d'être venus. Voilà, dans 3 à 5 minutes, on passera au cas clinique dont je vous parlerai juste après.